bienvenue pour cette plongée dans l'univers assez controversé d'Alien Earth. On s'attaque aujourd'hui à cette série, oui, qui a débarqué sur le petit écran avec, on peut le dire, la lourde tâche d'étendre la mythologie alien. Notre mission ici, essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette production, ambitieuse, signée Noah Hawley quand même, le créateur de Fargo et Legion, et pourquoi elle a provoqué un tel séisme chez les fans, tout en séduisant paradoxalement une partie de la critique. Pour situer, l'histoire se passe juste avant le film culte de Ridley Scott de 79. Un terrain glissant, on peut dire. Absolument. Et l'intention affichée, c'était vraiment pas de faire un simple copier-coller des films. Non, c'était de proposer quelque chose de neuf. Hawley, il voulait explorer des thèmes comme le transhumanisme, la conscience artificielle, tout en intégrant bien sûr l'horreur viscérale propre à Alien. Et il y avait aussi cette intrigue de guerre froide entre entreprises, la fameuse Weyland-Yutani, et puis une nouvelle Prodigy Corporation, un cocktail assez ambitieux, vous voyez, sur le papier en tout cas. Et c'est là que ça coince, ou en tout cas là où les avis divergent, mais radicalement. D'un côté, on a des critiques super élogieuses, un score impressionnant, 93% sur Rotten Tomatoes quand même. Ils saluent l'audace, la proposition artistique. Et de l'autre, paf, une vague de déception, mais vraiment, voire de colère, chez une partie non négligeable du public. Surtout les gardiens du temple alien, quoi, qui la qualifient parfois de pire adaptation live-action de la saga. Alors comment on peut avoir un tel écart ? C'est ça qu'on va essayer de démêler. Ah mais ce fossé, il est fascinant. Parce que c'est pas juste une question de j'aime, j'aime pas. Non, c'est presque des visions opposées de ce que doit être une œuvre alien. Alors commençons par le cœur thématique, si on veut, ces fameux enfants perdus. L'idée de base est pour le moins audacieuse. Des consciences d'enfants malades qu'on transfère dans des corps synthétiques adultes pour leur donner une seconde vie, une immortalité quoi. Et tout ça avec une imagerie Peter Pan très très explicite. L'héroïne s'appelle Wendy, le labo Neverland. Bon, sur le papier, ça intrigue, forcément. Cette idée d'un esprit d'enfant coincé dans une machine éternelle. C'est une prémisse qui ouvre, oui, effectivement, des portes assez vertigineuses sur l'identité, la nature de l'âme, le décalage entre une enveloppe parfaite, enfin supposément, et une psyché d'enfant ou figée. C'est quoi l'humanité quand le corps n'est plus mortel ? La série, elle pose ces questions, mais, et ça c'est un reproche qui revient souvent, elle semble juste les effleurer, sans vraiment plonger en profondeur. Donc, on lance des pistes de réflexion super fortes, mais on va pas au bout. C'est ça l'idée générale. C'est l'impression qui ressort de pas mal d'analyses, oui. La métaphore de Peter Pan, par exemple. Pour certains, elle est trop appuyée, presque, infantilisante par rapport au propos lui-même. Ça manque de subtilité, quoi. Et puis, il y a l'aspect visuel. Voir des acteurs adultes jouer des comportements d'enfants, ça a pu créer un malaise. Une sorte de vallée de l'étrange émotionnel qui a sorti certains spectateurs de l'histoire. Ça frôle parfois le ridicule involontaire d'après les retours. Je vois. L'intention était peut-être bonne, mais l'exécution, elle pose question. Et pour les autres formes de vie artificielle, parce que la série, elle se contente pas de ces hybrides, Non, elle essaie de tisser une toile un peu plus complexe. Il y a les synthétiques plus classiques, comme le personnage de Kirsch, cet androïde qui fait un peu penser à Ash ou Bishop. Et puis les cyborgs, comme Moreau. L'idée, c'est de montrer tout un spectre de l'IA et de la modification humaine. Mais là encore, des personnages comme Kirschou, qui avaient un potentiel énorme pour explorer la loyauté, la programmation contre le libre arbitre, il semble sous-développé. Son arc narratif, beaucoup le trouvent sacrifié. C'est un peu une occasion manquée d'approfondir l'univers, ces dilemmes moraux. C'est un symptôme récurrent qui est pointé du doigt. Beaucoup de potentiel, mais pas assez de développement concret. On sent comme un décalage alors entre l'ambition intellectuelle qu'on affiche et la capacité à vraiment incarner ses idées dans le récit, dans les personnages. C'est un peu frustrant, non, au final ? C'est exactement ça. L'envie de complexifier l'univers, de le rapprocher peut-être des questionnements d'un Blade Runner, ou même des préquels de Scott sur la création, l'IA, elle est là, on la sent. Mais l'exploration, elle reste souvent en surface. On a l'impression d'un survol plus que d'une vraie analyse profonde. Bon, parlons maintenant de ce qui semble être le point de friction majeur. Celui qui a vraiment mis le feu aux poudres. Le traitement du xénomorphe. Là, attention, on touche à une icône. Et apparemment, pour beaucoup, la série a commis un crime de lèse-majesté. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les critiques sont virulentes et ça touche plusieurs aspects. D'abord, sa représentation visuelle. On le voit trop,
trop souvent en plein jour. Ce qui, pour beaucoup, lui enlève son mystère, sa capacité à incarner la peur de l'inconnu. Certains retours parlent d'un costume qui fait plastique, pas assez organique, pas assez terrifiant. Ensuite, sa puissance. Le voir neutralisé par un simple taser dès le début de la saison, ça a été vécu comme une insulte à sa réputation de prédateur ultime. Et puis, il y a des scènes spécifiques qui ont fait tiquer. Ah oui, j'ai lu des trucs sur une espèce de moonwalk. C'est vrai ça. Un xénomorphe qui danse. Disons qu'une scène de déplacement a été vue par certains comme une démarche étrange, peu menaçante, presque ridicule, et ça a évoqué ce fameux pas de danse. Que ce soit voulu ou pas, l'effet produit a été désastreux pour une partie du public. Mais le point le plus sensible, le plus fondamental, c'est ce que beaucoup appellent sa domestication. Ah, la relation entre Wendy, l'hybride, et un xénomorphe. C'est ça, exactement. Wendy développe une forme de communication, un lien, une espèce de contrôle ou d'influence sur la créature. Le xénomorphe devient presque son protecteur, certains disent crûment son animal de compagnie. Alors là, pour les fans attachés à l'image du monstre implacable, cet organisme parfait sans émotion autre que l'instinct de tuer, c'est une trahison absolue. C'est comme si on avait transformé le requin des dents de la mer en gentil dauphin, quoi. Touché à l'essence même de ce qui rendait l'alien terrifiant, son altérité radicale, son absence de psychologie humaine, c'est ça, le sacrilège dont parlent tant de fans. Ça a provoqué une réaction épidermique, vraiment viscérale. On comprend la passion que ça peut déchaîner. L'alien de Giger, c'est un monument, c'est sûr. Mais la série, elle introduit pas que le xénomorphe classique, n'est-ce pas? Il y a de nouvelles créatures. Oui, et ça, c'est une initiative intéressante en soi. Élargir le bestiaire, renouveler la menace. La série introduit 5 nouvelles espèces. Et l'une d'elles, l'Ocellus, est souvent citée comme une vraie réussite. C'est ce parasite qui ressemble à un œil et qui s'implante dans l'orbite de ses victimes. Il est décrit comme vraiment dérangeant, intelligent dans sa façon d'agir. Et son évolution à la fin de la saison, quand il prend possession du personnage d'Arthur, ça laisse présager un potentiel antagoniste majeur et original pour la suite. Ça, pour le coup, ça sonne très alien dans l'esprit, non? Cette horreur corporelle, parasitaire, insidieuse. Tout à fait. L'Ocellus, il semble avoir capturé une partie de cet effroi biomécanique et parasitaire qui caractérise la franchise. Le problème, c'est qu'il semble être un peu l'exception. Les autres créatures introduites, des sortes de tiques géantes, une plante carnivore mutante, des insectes qui mangent des minéraux, elles sont considérées comme largement sous-exploitées. Elles apparaissent, elles créent une menace ponctuelle, mais leur impact sur l'intrigue globale reste limité dans cette première saison. Elles servent plus de setup horrifique que de vrais moteurs narratifs. Et là encore, on retrouve ce sentiment d'idée prometteuse, mais pas totalement aboutie. Le potentiel est là, mais on reste un peu sur notre faim. Ce sentiment de pas assez, de potentiel gâché, ça semble aussi toucher la narration et le rythme général de la série, d'après ce que j'ai pu lire. C'est un autre reproche majeur, oui. Beaucoup perçoivent cette première saison comme une très longue introduction. Une mise en place qui prend son temps, peut-être trop, au détriment de l'action ou de la tension. Certains épisodes sont jugés lents, parfois même ennuyeux. Noah Hawley a défendu ce rythme. Il expliquait vouloir faire monter la pression graduellement, ne pas surexposer le monstre pour préserver son impact. Un peu comme dans le premier film. Mais bon, pour une partie du public habitué à un rythme plus rapide ou qui attendait juste plus d'horreur frontale, l'attente a été longue. Et puis il y a ce titre, Alien Earth. Ça promettait quand même quelque chose de plus vaste, non? Une exploration de la Terre dans cet univers futuriste. Or, l'action se passe principalement confinée sur une île laboratoire, Neverland. C'est un peu paradoxal. Effectivement, le titre crée une attente qui n'est pas comblée dans cette saison. On nous parle de cette Terre dominée par les mégacorporations, mais on la voit quasiment pas. Tout se déroule dans les couloirs et les serres de ce labo isolé. Ce huis clos, ça a ses avantages pour créer une atmosphère oppressante, c'est sûr, mais ça peut aussi renforcer cette impression de lenteur et de manque d'échelle par rapport à la promesse du titre. Et au-delà du rythme, le scénario lui-même, il est aussi critiqué pour des problèmes de logique apparemment, hein? Oui, ça c'est un point sensible. Des critiques soulignent des décisions de personnages qui semblent absurdes ou irrationnelles, juste pour faire avancer l'intrigue là où on veut l'emmener. Par exemple, des protocoles de sécurité étonnamment laxistes dans un labo censé manipuler des technologies et des créatures hyper dangereuses. On a du mal à croire qu'une corpo aussi avancée laisserait autant de failles. Ça casse un peu la crédibilité de l'univers du coup. Ça peut, oui.
Tout comme la manière dont l'univers corporatif est présenté. La rivalité entre Weyland-Yutani et Prodigy, dirigée par ce jeune génie un peu cliché Boy Cavalieri, c'est censé être central pour la suite. Mais dans cette saison, c'est souvent amené par des dialogues d'exposition jugés un peu lourds, artificiels, qui manquent de subtilité. Certains commentaires parlent d'une écriture qui prendrait un peu le spectateur par la main, voire pour un idiot, en surexpliquant les enjeux au lieu de les montrer de manière plus organique. C'est dommage, parce que visuellement, il semble avoir eu de vrais efforts. La qualité de production est souvent mentionnée, non ? C'est vrai, et c'est là qu'on retrouve cette dualité permanente. D'un côté, la direction artistique, la photo, le design des décors, c'est souvent salué. On sent qu'il y a du budget, l'image est léchée, elle est propre, l'ambiance sonore est travaillée. Il y a même des moments où les effets pratiques sont mis en avant, comme une relecture plutôt réussie de la fameuse scène du chestburster qui a marqué positivement les esprits. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui, forcément. Car si l'esthétique générale est appréciée, la mise en scène, elle, divise. Elle est parfois qualifiée de chaotique, de confuse, surtout dans les scènes d'action. Et puis, certains tics de réalisation, comme l'abus de fondu au noir très rapproché entre les scènes, ou l'utilisation de surimpression, ça a pu agacer ou sortir certains de l'immersion. Et la musique ? J'ai cru comprendre que même là, il y avait débat. Absolument. La BO, composée par Jeff Russo, qui est un collaborateur habituel de Raoli, elle essaye de rendre hommage aux partitions cultes de Jerry Goldsmith ou James Horner. Mais pour certains, ça sonne comme une imitation sans âme, une version sous-Alien qui n'atteint jamais la puissance des originaux. Et puis, il y a ces choix de musique additionnels. Finir des épisodes tendus ou horrifiques, avec des morceaux de rock californien un peu feel-good, ça a été jugé particulièrement incongru par beaucoup. Ça crée une rupture de ton brutale qui nuit à l'atmosphère angoissante qu'on avait patiemment construite. Waouh, c'est vraiment une série qui semble souffler le chaud et le froid en permanence, sur quasiment tous les aspects. Difficile de se faire une idée, tranchée. C'est exactement ça. Et la fin de saison, elle ne fait que renforcer cette complexité. On a ce cliffhanger majeur, Wendy et les autres enfants perdus, qui prennent le contrôle de l'île Neverland, ils renversent la situation, ils emprisonnent leur créateur et semblent avoir les xénomorphes sous leur coupe. Ça pose clairement les bases pour une saison 2 axée sur la guerre entre Prodigy et Weyland-Yutani pour récupérer ces hybrides et ces créatures qui représentent soit une arme biologique, soit une avancée technologique inestimable. Donc cette première saison, c'était vraiment pensé comme un prologue en fait. Tout à fait. C'est clairement un projet qui est conçu sur plusieurs saisons, ce qui peut expliquer, sans forcément excuser pour tout le monde, cette impression de lenteur ou de mise en place un peu étirée. Le problème, c'est de savoir si cette mise en place a suffisamment accroché le public pour lui donner envie de voir la suite. Alors si on fait le bilan, d'un côté, on a les défenseurs de la série, souvent parmi les critiques professionnels d'ailleurs. Ils louent son audace, sa volonté de ne pas refaire la même chose. Ils apprécient la richesse thématique, transhumanisme, identité, critique des corporations, la qualité visuelle et la performance de certains acteurs, notamment Sidney Chandler, dans ce rôle complexe de Wendy. Pour eux, c'est une relecture intelligente, plus cérébrale, qui a le potentiel d'élargir la mythologie alien de manière intéressante. Une œuvre qui demande peut-être un investissement différent de celui des films. et de l'autre côté ? Le tribunal des fans, on pourrait dire. De l'autre côté, oui, une large partie du public, et en particulier les fans de longue date, crient à la trahison. Ils pointent du doigt un rythme qu'ils jugent soporifique, un scénario incohérent ou stupide, des personnages sous-développés malgré leur potentiel, et surtout, ce qu'ils considèrent comme la désacralisation impardonnable du xénomorphe. Pour eux, la série passe complètement à côté de l'essence même d'Alien. La peur primale, le mystère, la menace implacable. La question qui revient souvent, c'est « mais à qui s'adresse cette série au final ?» En essayant peut-être de plaire à la fois aux néophytes et aux puristes, aux amateurs de SF cérébral et aux fans d'horreur, est-ce qu'elle n'a pas fini par ne satisfaire pleinement personne ? C'est une question cruciale, oui. Alors, tentative audacieuse mais maladroite, ou un projet incompris qui trouvera son rythme et sa cohérence dans les saisons suivantes ? Le défi pour une éventuelle saison 2, parce que, bon, rien n'est officiellement confirmé, même si on sait que des discussions ont lieu, il sera colossal. Il faudra trouver un équilibre plus convaincant entre l'horreur viscérale qu'on attend et les ambitions philosophiques. Il faudra clarifier la nature exacte de ce lien entre Wendy et Xénomorphe. Est-ce que c'est un contrôle total, une alliance fragile, une forme de mutation, de symbiose ? Ça, c'est le point qui va cristalliser les attentes.
Il faudra aussi enfin exploiter le potentiel de l'Ocellus et peut-être donner plus de corps aux autres créatures ou aux enjeux entre les corporations. Et surtout, réussir à naviguer intelligemment par rapport au canon existant. Comment enrichir l'univers sans le contredire ou le dénaturer aux yeux de ceux qui le chérissent. Le cahier des charges est épais. On voit bien que Alien Earth, ça laisse une impression très mitigée. Une série pleine de promesses thématiques fortes, l'humanité augmentée, la conscience, l'immortalité, mais dont l'exécution narrative, rythmique et même iconographique a suscité d'énormes réserves. Elle ouvre beaucoup de portes, c'est sûr, mais elle laisse aussi un goût d'inachevé pour beaucoup. Exactement. Les points à surveiller pour la suite sont clairs. Comment ces hybrides vont-ils utiliser leurs nouveaux pouvoirs? Est-ce que l'Ocellus va devenir le nouvel antagoniste principal? Comment la guerre entre Prodigy et Weyland-Yutani va-t-elle se matérialiser concrètement? Et cette relation Wendy-Xénomorphe, est-ce que la série va doubler la mise sur cette idée controversée ou est-ce qu'elle va faire marche arrière face au tollé? C'est peut-être ça la question la plus brûlante. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de cette série qui fait tant jaser. C'est fascinant de voir à quel point une œuvre peut diviser comme ça. Pour conclure, peut-être une dernière piste de réflexion. Au-delà de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation, cette série, elle pose une question intéressante sur notre rapport au mythe moderne, à ces icônes de la pop culture comme le xénomorphe. Jusqu'où on peut ou on doit aller dans la réinvention d'une figure aussi ancrée dans l'imaginaire collectif avant qu'elle perde son essence? Et si cette domestication, tant critiquée, cette tentative de rendre le monstre un peu plus compréhensible ou contrôlable, n'était finalement qu'une métaphore, peut-être involontaire, de notre propre désir humain de maîtriser nos peurs les plus profondes, quitte à les banaliser ou à les dénaturer dans le processus. Une pensée qui donne à réfléchir, en effet. Est-ce qu'on veut vraiment comprendre nos monstres au fond? Voilà qui conclut notre exploration d'Alien Earth pour aujourd'hui.